Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie d'être avec vous et ce soir je vous propose de plonger dans l'univers de l'un des philosophes des Lumières, ces philosophes du XVIIIe siècle qui ont éclairé par différents mouvements et différents registres d'écriture notre esprit à tous. Alors si je vous dis Denis, évidemment il s'agit de Denis Diderot. Lui il est né en octobre 1713 et mort le 31 juillet 1784 à Paris. C'est avec Diderot que nous passons la soirée. Diderot est à la fois écrivain, philosophe donc, encyclopédiste et romancier, dramaturge, conteur, essayiste, dialoguiste, bref, plusieurs cordes à son arc. Il est même aussi critique d'art et critique en littérature. Et il est notamment connu pour son esprit critique et un certain génie. Je cite. Alors c'est avec son roman Jacques le Fataliste que nous nous installons sur ce canapé pour découvrir ou redécouvrir ce classique ensemble. Et quelle est l'histoire ? Nous avons deux personnages. Il y a le valet et son maître. Ils chevauchent, alors plus ou moins paisiblement, des routes vers une destination qu'on ne connaîtra jamais. Ce chemin restera inconnu. Et ces deux personnages s'arrêtent dans des auberges. Alors, entre questions philosophiques, souvenirs intimes, anecdotes, leur voyage prend de plus en plus d'importance. Ils vont rencontrer d'autres individus, donc d'autres récits qui vont nous ouvrir vers d'autres histoires. Et vous allez le voir, il y a plusieurs registres qui sont utilisés dans ce roman. Et il y a aussi un mélange entre réalité et fiction. Et puis, quelque chose qui me plaît à moi, en tout cas tout particulièrement, c'est que le narrateur s'adresse directement au lecteur. Il lui pose tout simplement plusieurs fois des questions. Vous allez le voir. Je vous propose donc que l'on commence tout de suite la lecture de Jacques le Fataliste. J'entame ce roman, donc vous avez de la chance de prendre un roman, non pas en cours de route, mais bel et bien au début cette fois-ci. N'hésitez pas à réagir avec moi avec le hashtag VBN. Comment s'était-il rencontré ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il ? Que vous importe ? D'où venait-il ? Du lieu le plus prochain. Et où allait-il ? Est-ce que l'on sait où l'on va ? Que disent-ils ? Le maître ne disait rien. Et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. Le maître: c'est un grand mot que cela. Jacques: mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet. Le maître: et il avait raison. Après une courte pause, Jacques s'écria: que le diable emporte le cabaretier et son cabaret. Pourquoi donner au diable son prochain ? Cela n'est pas chrétien. C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos chevaux à l'abreuvoir. Mon père s'en aperçoit, il se fâche. Je hoche la tête, il prend un bâton et m'en frotte un peu durement les épaules. Un régiment passait pour aller au camp devant Fontenoy. De dépit, je m'enrôle. Nous arrivons, la bataille se donne. Et tu reçois la bataille à ton adresse. Vous l'avez deviné. Un coup de feu au genou et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sur ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais jamais été amoureux de ma vie, ni boiteux. Oh, tu as donc été amoureux, dit le maître. Si je l'ai été. Et cela par un coup de feu ? Par un coup de feu, oui. Mais tu ne m'en as jamais dit un mot ? Je le crois bien. Et pourquoi cela ? C'est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard. Et le moment d'apprendre ses amours est-il venu ? Qui le sait ? À tout hasard commence toujours. Jacques commença l'histoire de ses amours. C'était l'après-dîner. Il faisait un temps lourd. Son maître s'endormit. La nuit les surprit au milieu des champs. Les voilà fourvoyés. Voilà le maître, dans une colère terrible et tombant à grands coups de fouet sur son valet.
Et le pauvre diable disant à chaque coup, celui-là était apparemment encore écrit là-haut. Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous faire attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me plairait. Qu'est-ce qui m'empêcherait de marier le maître et de le faire cocu, d'embarquer Jacques pour les îles, d'y conduire son maître, de les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau? Qu'il est facile de faire des comptes. Mais ils en seront quittes l'un et l'autre pour une mauvaise nuit, et vous pour ce délai. L'aube du jour parut. Les voilà remontés sur leurs bêtes et poursuivant leur chemin. Et où allait-il? Voilà la seconde fois que vous me faites cette question, et la seconde fois que je vous réponds. Qu'est-ce que cela vous fait? Si j'entame le sujet de leur voyage, adieu les amours de Jacques. Ils allèrent quelque temps en silence. Lorsque chacun fut un peu remis de son chagrin, le maître dit à son valet: « Eh bien, Jacques, où en étions-nous de tes amours ?» « Nous en étions, je crois, à la déroute de l'armée ennemie. On se sauve, on est poursuivi, chacun pense à soi. Je reste sur le champ de bataille, enseveli sous le nombre des morts et des blessés qui fut prodigieux. Le lendemain, on me jeta avec une douzaine d'autres sur une charrette pour être conduit à un de nos hôpitaux. Ah, monsieur, je ne crois pas qu'il ait de blessures plus cruelles que celle du genou. Allons donc, Jacques, tu te moques. Non, pardieu, monsieur, je ne me moque pas. Il y a là je ne sais combien d'os, de tendons et d'autres choses qu'ils appellent je ne sais comment. Une espèce de paysan qui les suivait avec une fille qu'il portait en croupe et qui les avait écoutés, prit la porte et dit: « Monsieur a raison. » On ne savait à qui ce monsieur était adressé, mais il fut mal pris par Jacques et par son maître. Et Jacques dit à cet interlocuteur indiscret: « De quoi te mêles-tu ? » « Je me mêle de mon métier. Je suis chirurgien à votre service et je vais vous démontrer. » La femme qu'il portait en croupe lui disait: « Monsieur le docteur, passons notre chemin et laissons ces messieurs qui n'aiment pas qu'on leur démontre. » « Non, » lui répondit le chirurgien, « je veux leur démontrer et je leur démontrerai. » Et tout en se retournant pour démontrer, il pousse sa compagne, lui fait perdre l'équilibre et la jette à terre. Un pied pris dans la basque de son habit et les cotillons renversés sur sa tête. Jacques descend, dégage le pied de cette pauvre créature et lui rabaisse ses jupons. Je ne sais s'il commença par rabaisser les jupons ou par dégager le pied, mais à juger de l'état de cette femme par ses cris, il s'était grièvement blessé. Et le maître de Jacques disait au chirurgien: « Voilà ce que c'est de démontrer. » Et le chirurgien: « Voilà ce que c'est de ne vouloir pas qu'on démontre. » Et Jacques, à la femme tombée ou ramassée: « Consolez-vous, ma bonne, il n'y a ni de votre faute, ni de la faute de monsieur le docteur, ni de la mienne, ni de celle de mon maître, celle qu'il était écrit là-haut, qu'aujourd'hui, sur ce chemin, à l'heure qu'il est, monsieur le docteur serait un bavard, que mon maître et moi, nous serions deux bourrus, que vous auriez une contusion à la tête et qu'on vous verrait le cul. Que cette aventure ne deviendrait-elle pas entre mes mains? S'il me prenait en fantaisie de vous désespérer, je donnerais de l'importance à cette femme, j'en ferais la nièce d'un curé du village voisin, j'ameuterais les paysans de ce village, je me préparais des combats et des amours, car enfin, cette paysanne était belle sous le linge. Jacques et son maître s'en étaient aperçus. L'amour n'a pas toujours attendu une occasion aussi séduisante. Pourquoi Jacques ne deviendrait-il pas amoureux une seconde fois? Pourquoi ne serait-il pas une seconde fois le rival, et même le rival préféré de son maître? Est-ce que le cas lui était déjà arrivé? Toujours des questions. Vous ne voulez donc pas que Jacques continue le récit de ses amours?
Une bonne fois pour toutes, expliquez-vous cela. Cela vous fera-t-il plaisir? Cela ne vous fera-t-il pas plaisir? Si cela vous fera plaisir, remettons la paysanne en croupe derrière son conducteur. Laissons-les aller et revenons à nos deux voyageurs. Cette fois-ci, ce fut Jacques qui prit la parole et qui dit à son maître « Voilà le train du monde. Vous, qui n'avez été blessé de votre vie et qui ne savez ce que c'est qu'un coup de feu au genou. Vous me soutenez à moi, qui ai eu le genou fracassé et qui boite depuis 20 ans. » Tu pourrais avoir raison, mais ce chirurgien impertinent est cause que te voilà encore sur une charrette avec tes camarades, loin de l'hôpital, loin de ta guérison et loin de devenir amoureux. Quoi qu'il vous plaise d'en penser, la douleur de mon genou était excessive. Elle s'accroissait encore par la dureté de la voiture, par l'inégalité des chemins, et à chaque chaos, je poussais un cri aigu, parce qu'il était écrit là-haut que tu crierais, assurément. Je perdais tout mon sang, et j'étais un homme mort si notre charrette, la dernière de la ligne, ne se fût arrêtée devant une chaumière. Là, je demande à descendre, on me met à terre. Une jeune femme qui était debout à la porte de la chaumière rentra chez elle et en sortit presque aussitôt avec un verre et une bouteille de vin. J'en bus 1 ou 2 coups à la hâte. Les charrettes qui précédaient la nôtre défilèrent. On se disposait à me rejeter parmi mes camarades lorsque, m'attachant fortement aux vêtements de cette femme et à tout ce qui était autour, je protestai que je ne remonterais pas et que mourir pour mourir, j'aimais mieux que ce fût à l'endroit où j'étais qu'à 2 lieues plus loin. En achevant ces derniers mots, je tombai en défaillance. Au sortir de cet état, je me trouvais déshabillée et couchée dans un lit qui occupait un des coins de la chaumière, ayant autour de moi un paysan, le maître du lieu, sa femme, la même qui m'avait secouru et quelques petits-enfants. La femme avait trempé le coin de son tablier dans du vinaigre et m'en frottait le nez et les tempes. Ah, malheureux! Ah, coquin, infâme, je te vois arriver. Mon maître, je crois que vous ne voyez rien. N'est-ce pas de cette femme que tu vas devenir amoureux? Et quand je serai devenu amoureux d'elle, qu'est-ce qu'il y aura à dire, hein? Qu'est-ce qu'on est maître de devenir ou de ne pas devenir amoureux? Et quand on l'est, est-on maître d'agir comme si on ne l'était pas? Si cela eût été écrit là-haut, tout ce que vous vous disposez à me dire, je me le serais dit. Je me serais souffleté. Je me serais cogné la tête contre le mur. Je me serais arraché les cheveux. Il n'en aurait été ni plus ni moins, et mon bienfaiteur eût été cocu. Mais en me raisonnant à ta façon, il n'y a point de crime qu'on ne commit sans remords. Ce que vous m'objectez là m'a plus d'une fois chiffonné la cervelle, mais avec tout cela, malgré que j'en ai, je reviens toujours aux mots de mon capitaine. Tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut. Savez-vous, monsieur, quelque moyen d'effacer cette écriture? Puis-je n'être pas moi, et en étant moi, puis-je faire autrement que moi? Puis-je être moi et un autre? Et depuis que je suis au monde, y a-t-il eu un seul instant où cela n'a été vrai? Prêchez tant qu'il vous plaira. Vos raisons seront peut-être bonnes, mais s'il est écrit en moi ou là-haut que je les trouverai mauvaises, que voulez-vous que j'y fasse? Je rêve à une chose, c'est si ton bienfaiteur eût été cocu, parce qu'il était écrit là-haut, ou si cela a été écrit là-haut parce que tu ferais cocu ton bienfaiteur. Tous les deux étaient écrits l'un à côté de l'autre. Tout a été écrit à la fois. C'est comme un grand rouleau qui se déploie petit à petit. Vous concevez, lecteur, jusqu'où je pourrais pousser cette conversation sur un sujet dont on a tant parlé, tant écrit, depuis 2000 ans, sans en être d'un pas plus avancé. Si vous me savez peu de gré ce que je vous dis, sachez-m'en beaucoup de ce que je ne vous dis pas. Tandis que nos 2 théologiens disputaient sans s'entendre, comme il peut arriver en théologie, la nuit s'approchait. Ils traversaient une contrée, peu sûre en tout temps.
et qu'il était bien moins encore alors que la mauvaise administration et la misère avaient multiplié sans fin le nombre des malfaiteurs. Ils s'arrêtèrent dans la plus misérable des auberges. On leur dressa 2 lits de sangle, dans une chambre fermée de cloisons entr'ouvertes de tous les côtés. Ils demandèrent à souper. On leur apporta de l'eau de mare, du pain noir et du vin tourné. L'hôte, l'hôtesse, les enfants, les valets, tout avait l'air sinistre. Ils entendaient à côté d'eux les rires immodérés et la joie tumultueuse d'une douzaine de brigands qui les avaient précédés et qui s'étaient emparés de toutes les provisions. Jacques était assez tranquille. Il s'en fallait beaucoup que son maître le fût autant. Celui-ci promenait son souci en long et en large, tandis que son valet dévorait quelques morceaux de pain noir et avalait en grimaçant quelques verres de mauvais vin. Ils en étaient là, lorsqu'ils entendirent frapper à leur porte. C'était un valet que ces insolents et dangereux voisins avaient contraint d'apporter à nos 2 voyageurs, sur une de leurs assiettes, tous les os d'une volaille qu'ils avaient mangée. Jacques, indigné, prend les pistolets de son maître. « Où vas-tu ? Laissez-moi faire. Où vas-tu, te dis-je ? Mettre à la raison cette canaille. Sais-tu qu'ils sont une douzaine ? Fussent-ils 100, le nombre n'y fait rien. Il s'est écrit là-haut qu'ils ne sont pas assez. Que le diable t'emporte avec ton impertinent dicton. » Jacques s'échappe des mains de son maître, entre dans la chambre de ses couples jarrets, un pistolet armé dans chaque main. « Vite, qu'on se couche, leur dit-il. Le premier qui remue, je lui brûle la cervelle. » Jacques avait l'air et le ton si vrai que ces coquins qui brisaient autant la vie que d'honnêtes gens se lèvent de table, sans souffler le mot, se déshabillent et se couchent. Son maître, incertain, sur la manière dont cette aventure finirait, l'attendait en tremblant. Jacques rentra, chargé des dépouilles de ses gens. Il s'en était emparé pour qu'ils ne fussent pas tentés de se relever. Ils avaient éteint leur lumière et fermé à double tour leur porte dont il tenait la clé avec un de ses pistolets. « À présent, monsieur, dit-il à son maître, nous n'avons plus qu'à nous barricader en poussant nos lits contre cette porte et à dormir paisiblement. » Et il se mit en devoir de pousser les lits, racontant froidement et succinctement à son maître le détail de cette expédition. « Jacques, quel diable d'homme es-tu ? Tu crois donc ? Je ne crois ni ne décrois. Et s'ils avaient refusé de se coucher ? Cela a été impossible. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas fait. Et s'ils se relevaient ? Tant pis, ou tant mieux. Si. Et si la mer bouillait, il y aurait, comme on dit bien, des poissons de cuit. Que diable, monsieur, tout à l'heure, vous avez cru que je courais là un grand danger, et rien n'était plus faux. À présent, vous vous croyez en grand danger, et rien ne peut être encore plus faux. Tous, dans cette maison, nous avons peur les uns les autres, ce qui prouve que nous sommes tous des sots. » Et tout en discourant ainsi, le voilà déshabillé, couché et endormi. Son maître, en mangeant à son tour un morceau de pain noir et buvant un coup de mauvais vin, prêtait l'oreille autour de lui, regardait Jacques qui ronflait et disait « Quel diable d'homme est-ce là ?» À l'exemple de son valet, le maître s'étendit aussi sur son grabat, mais n'y dormit pas de même. Dès la pointe du jour, Jacques sentit une main qui le poussait. C'était celle de son maître qui l'appelait à voix basse. « Jacques, Jacques !»« Qu'est-ce ? Il fait jour. »« Cela se peut. Lève-toi donc. »« Pourquoi ? » ?»« Pour sortir d'ici au plus vite. »« Mais pourquoi ? » ?»« Parce que nous y sommes mal. »« Et qui le sait si nous serons mieux ailleurs, dit Jacques. »« Jacques ? Eh bien, Jacques, quel diable d'homme êtes-vous ? » ?»« Quel diable d'homme es-tu, Jacques ? Mon ami, je t'en prie. » Jacques se frotta les yeux, bâilla à plusieurs reprises, étendit les bras, se leva, s'habilla sans se presser, repoussa les lits, sortit de la chambre, descendit, alla à l'écurie, sella et brida les chevaux,
éveilla l'hôte qui dormait encore, paya la dépense, garda les clés des 2 chambres, et voilà nos gens partis. Le maître voulait s'éloigner au grand trot. Jacques voulait aller le pas, et toujours d'après son système, lorsqu'ils furent à une assez grande distance de leur triste gîte, le maître, entendant quelque chose qui résonnait dans la poche de Jacques, lui demanda ce que c'était. Jacques lui dit que c'était les 2 clés des chambres. Et pourquoi ne les avoir pas rendues? C'est qu'il faudra enfoncer 2 portes, celle de nos voisins pour les tirer de leur prison, la nôtre pour leur délivrer leurs vêtements, et que cela nous donnera du temps. Fort bien, Jacques, mais pourquoi gagner du temps? Pourquoi? Ma foi, je n'en sais rien. Et si tu veux gagner du temps, pourquoi aller au petit pas comme tu fais? C'est que, faute de savoir ce qui est écrit là-haut, on ne sait ni ce qu'on veut ni ce qu'on fait, et qu'on suit sa fantaisie, qu'on appelle raison, ou sa raison qui n'est souvent qu'une dangereuse fantaisie qui tourne tantôt bien, tantôt mal. Pourrais-tu me dire ce que c'est qu'un fou, ce que c'est qu'un sage? Pourquoi pas? Un fou? Attendez, c'est un homme malheureux, et par conséquent un homme heureux et sage. Et qu'est-ce qu'un homme heureux ou malheureux? Pour celui-ci, il est aisé. Un homme heureux est celui dont le bonheur est écrit là-haut. Et par conséquent, celui dont le malheur est écrit là-haut est un homme malheureux. Et qu'est-ce qui a écrit là-haut le bonheur et le malheur? Et qu'est-ce qui a fait le grand rouleau où tout est écrit? Un capitaine, ami de mon capitaine, aurait bien donné un petit écu pour le savoir. Lui n'aurait pas donné une obole, ni moi non plus. Car à quoi cela me servirait-il? En éviterais-je pour cela le trou où je dois m'aller casser le cou? Je crois que oui. Eh bien moi je crois que non. Car il faudrait qu'il y eût une ligne fausse sur le grand rouleau qui contient vérité, qui ne contient que vérité et qui contient toute vérité. Il serait écrit sur le grand rouleau « Jacques se cassera le cou tel jour ». Et Jacques ne se casserait pas le cou? Concevez-vous que cela se puisse, quel que soit l'auteur du grand rouleau? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mon capitaine croyait que la prudence est une supposition dans laquelle l'expérience nous autorise à regarder les circonstances où nous nous trouvons comme cause de certains effets à espérer ou à craindre pour l'avenir. Et tu entendais quelque chose à cela? Assurément. Peu à peu, je m'étais fait à sa langue. Mais, disait-il, qui peut se vanter d'avoir assez d'expérience? Celui qui s'est flatté d'en être le mieux pourvu, n'a-t-il jamais été dupe? Et puis y a-t-il un homme capable d'apprécier juste les circonstances où il se trouve? Le calcul qui se fait dans nos têtes et celui qui est arrêté sur le registre d'en haut sont 2 calculs bien différents. Est-ce nous qui menons le destin ou bien est-ce le destin qui nous mène? Combien de projets sagement concertés ont manqué et combien manqueront? Combien de projets insensés ont réussi et combien réussiront? C'est ce que mon capitaine me répétait après la prise de Berg op Zoom et celle du port Mahon. Et il ajoutait que la prudence ne nous assurait point un bon succès, mais qu'elle nous consolait et nous excusait d'un mauvais. Aussi dormait-il la veille d'une action sous sa tente comme dans sa garnison, et allait-il au feu comme au bal. C'est bien de lui que vous vous seriez écrié. Quel diable d'homme! Comme ils en étaient là, ils entendirent à quelque distance derrière eux du bruit et des cris. Ils retournèrent la tête et virent une troupe d'hommes armés de gaules et de fourches qui s'avançaient vers eux à toutes jambes. Vous allez croire que c'étaient les gens de l'auberge, leurs valets et les brigands dont nous avons parlé. Vous allez croire que le matin, on avait enfoncé leurs portes, faute de clés, et que ces brigands s'étaient imaginé que nos 2 voyageurs avaient décampé avec leurs dépouilles. Jacques le crut, et il disait entre ses dents « Maudites soient les clés, et la fantaisie ou la raison qui me les fit emporter. Maudite soit la prudence, etc. » Vous allez croire que cette petite armée tombera sur Jacques et son maître, qu'il y aura une action sanglante, des coups de bâton donnés, des coups de pistolet tirés. Et il ne tiendrait qu'à moi que tout cela n'arrivât. Mais
Adieu la vérité de l'histoire. Adieu le récit des amours de Jacques. Nos 2 voyageurs n'étaient point suivis. J'ignore ce qui se passa dans l'auberge après leur départ. Ils continuèrent leur route, allant toujours sans savoir où ils allaient, quoiqu'ils sussent à peu près où ils voulaient aller, trompant l'ennui et la fatigue par le silence et le bavardage, comme c'est l'usage de ceux qui marchent et quelquefois de ceux qui sont assis. Il est bien évident que je ne fais pas un roman puisque je néglige ce qu'un romancier ne manquerait pas d'employer. Celui qui prendrait ce que j'écris pour la vérité serait peut-être moins dans l'erreur que celui qui le prendrait pour une fable. Cette fois-ci, ce fut le maître qui parla le premier et qui débuta par le refrain accoutumé. « Eh bien, Jacques, l'histoire de tes amours, je ne sais où j'en étais. J'ai été si souvent interrompu que je ferais tout aussi bien de recommencer. Non, non, revenu de ta défaillance à la porte de la chaumière, tu te trouvas dans un lit entouré des gens qui l'habitaient. Fort bien. La chose la plus pressée était d'avoir un chirurgien, et il n'y en avait pas à plus d'1 lieue à la ronde. Le bonhomme fit monter à cheval un de ses enfants et l'envoya au lieu le moins éloigné. Cependant, la bonne femme ayant fait chauffer du gros vin, déchiré une vieille chemise de son mari, et mon genou fut étuvé, couvert de compresses et enveloppé de linge. On mit quelques morceaux de sucre, enlevés aux fourmis, dans une portion du vin qui avait servi à mon pansement, et je l'avalai ensuite. Et on m'exhorta à prendre patience. Il était tard et les gens se mirent à table et soupèrent. Voilà le souper fini. Cependant, l'enfant ne revenait pas. Et point de chirurgien. Le père prit de l'humeur. C'était un homme naturellement chagrin. Il boudait sa femme. Il ne trouvait rien à son gré. Il envoya durement coucher ses autres enfants. Sa femme s'assit sur un banc et prit sa quenouille. Lui allait et venait, et en allant et venant, il lui cherchait querelle sur tout. Si tu avais été au moulin, comme je te l'avais dit. Et il achevait la phrase en hochant la tête du côté de mon lit. On ira demain. Non, c'est aujourd'hui qu'il fallait y aller, comme je te l'avais dit. Et ces restes de paille qui sont encore sur la grange, qu'attends-tu pour les relever? On les relèvera demain. Ce que nous en avons tire à sa fin. Et tu aurais beaucoup mieux fait de les relever aujourd'hui, comme je te l'avais dit. Et ce tas d'orge qui se gâte sur le grenier, je gage que tu n'as pas songé à le remuer. Les enfants l'ont fait. Il fallait le faire toi-même. Si tu avais été sur ton grenier, tu n'aurais pas été à la porte. Et c'est ainsi que se termine notre épisode d'Un voyage au bout de la nuit avec Jacques le Fataliste de Denis Diderot que je poursuivrai dans un prochain voyage. Alors soyez au rendez-vous. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur mon blog tous les jours. Je poste sur la mode, le voyage, lifestyle et puis aussi sur mes projets artistiques. Alors rendez-vous sur somethingaboutVictoria.com. Et puis pour les replays de cette émission, c'est sur le site d8.tv, rubrique voyage au bout de la nuit. Merci à tous d'avoir été présents pour cette émission. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur D8.